Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous organisons une table ronde avec des invités chinois et français pour commenter la soi-disant surcapacité. Au plateau, nous avons le plaisir de recevoir 4 invités. D'abord, M. Zhao Yongshen, chercheur à l'Académie de l'économie ouverte de Chine de l'Université de commerce international et d'économie de Chine. Bonjour. Bonjour, enchanté. Madame Yu Jia, directrice du département de développement international et de coopération de l'Institut de la nouvelle économie structurelle de l'Université de Beijing. Bonjour. Bonjour. Monsieur Adnan Ezarouni, directeur général de la société française GTT China. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et enfin, Monsieur Rui Coelho, BDG d'Air Liquide Chine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre table ronde. Quand on parle des 3 nouvelles catégories de produits chinois, il s'agit de voitures électriques, de batteries au lithium et de panneaux solaires. L'année dernière, les exportations chinoises de ces produits ont dépassé pour la première fois 125 milliards d'euros, soit une augmentation de 30%. Cependant, depuis un certain temps, les États-Unis multiplient des patages médiatiques au sujet de la soi-disant surcapacité de la Chine, à cause du succès enregistré par ces produits à l'échelle mondiale. Selon la logique de certains Américains, exporter davantage de produits signifie une surcapacité. Certains d'entre eux vont même plus loin en alléguant que la soi-disant surcapacité de la Chine menace le développement industriel d'autres pays. Est-ce que les 3 nouvelles catégories de produits chinois représentent réellement une surcapacité? Quelle est leur compétitivité commerciale? Comment comprendre l'importance du développement de l'industrie chinoise des nouvelles énergies pour le pays et pour le monde? Dans le contexte de la mondialisation, comment concevoir la relation entre concurrence et coopération? Avant notre discussion, regardons d'abord une interview de CGTN avec M. Jiang Hua, secrétaire général adjoint de l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque. Les 3 nouveaux sont complètement différents des autres industries. Tout d'abord, la croissance du marché des 3 nouveaux est en pleine expansion. La croissance du marché national est d'environ 150% et la croissance mondiale est proche de 70%. La COP28 a pris l'engagement important de tripler le nombre de sources d'énergie renouvelables d'ici 2030, ce qui signifie que les nouvelles installations photovoltaïques mondiales doivent dépasser 550 gigawatts par an, alors que les nouvelles installations mondiales en 2023 sont de 390 gigawatts. Monsieur Zhao Yongshen, d'abord j'ai une question à vous poser. Quelles sont les normes pour mesurer la surcapacité? Quant aux 3 nouvelles catégories de produits chinois, sont-elles le signe d'une surcapacité? Merci, c'est une très bonne question sur les critères de cette fameuse surcapacité. En fait, ce sont les Américains qui ont inventé et réinventé ce terme overcapacity. J'ai consulté mes amis américains qui sont chercheurs universitaires et hauts fonctionnaires aussi aux États-Unis. La réponse, c'est que mes amis américains ne savent pas eux-mêmes ce que c'est exactement overcapacity. Alors, j'ai fait la même chose avec mes amis français et européens qui ne savent non plus exactement ce que c'est, là, ce terme, la surcapacité qui a été en fait traduite directement et littéralement de l'anglais vers les langues européennes. Alors, est-ce que les 3 nouveaux, comme vous venez de mentionner, sont de vraies surcapacités? Un petit exemple pour vous montrer que les Français et les Européens ont quand même essayé de quantifier la surcapacité dans le cas de VE, véhicules électriques, et le cas de Shein, une marque connue chinoise de fast fashion. Mais les critères que les Français et les Européens ont essayé de mettre en application sont basés plutôt sur la capacité de fabrication française et européenne. Par exemple, 1000 unités de fabrication par jour. Concernant le cas de Shein,
c'est dérisoire, vous savez, hein, si on le met dans la capacité de fabrication chinoise. Donc, ce terme overcapacity en anglais ou la surcapacité en français n'a pas de définition précise, hein, ni qualitative ni quantitative. C'est donc une définition assez floue et l'accusation des exportations chinoises par les Américains et d'autres pays occidentaux pour la plupart sont naturellement non justifiables ni justifiés. Merci. Ok, merci pour votre explication. Madame Yutia, selon vous, quels sont les facteurs favorisant le développement de l'industrie chinoise des nouvelles énergies, représentées par les trois nouvelles catégories de produits? Oh oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec professeur Zhao et je pense que les trois nouveaux font bien partie des forces productives de nouvelle qualité. Et en fait, les trois nouveaux montrent bien l'industrie chinoise a franchi une nouvelle étape vers des produits haute technologie, des produits de la valeur ajoutée élevée et aussi des produits verts. Et ces dernières années, l'industrie énergétique et en particulier les trois nouveaux a connu un développement très rapide. Et c'est tout d'abord grâce à la mise en œuvre par le gouvernement chinois d'une série de politiques pour réduire les émissions de carbone et répondre au changement de climat. Et en plus, le développement de la nouvelle industrie énergétique de la Chine bénéficie également d'une chaîne industrielle complète dans le pays. Et comme on sait bien, la Chine dispose d'ensemble complet de chaînes industrielles et allant de la transformation des matières premières et à la fabrication haute technologie. Et il y a aussi les technologies numériques comme la 5G, le cloud, le big data et l'intelligence artificielle. Tout cela favorise le développement rapide de la nouvelle industrie énergétique et les trois nouveaux en particulier. Et donc, ensemble, les trois nouveaux sont très compétitifs dans le marché international en termes de comme qualité-prix, grâce à des coûts de production plus bas et des économies d'échelle efficaces en Chine. D'accord. Les activités d'Air Liquide en Chine concernent entre autres la fourniture de gaz pour les véhicules à hydrogène. Monsieur Rui Coelho, pourriez-vous nous en donner des exemples? Et d'après Air Liquide, est-ce que la demande pour les nouvelles énergies augmente en Chine? Oui, la Chine a connu une croissance très rapide dans le domaine des énergies renouvelables. L'hydrogène est un élément essentiel de la stratégie énergétique et industrielle nationale de la Chine. Dans le plan à moyen et long terme pour le développement de l'hydrogène de 2021 à 2035, la Chine vise à déployer 50 000 véhicules à pile à hydrogène d'ici 2025, y compris des voitures particulières, des bus, des camionnettes et des poids lourds. Air Liquide est un acteur majeur de l'hydrogène et maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la distribution en passant par le stockage. Nous travaillons avec des acteurs chinois de l'énergie comme Sinopec et Shenergy qui partagent avec nous des objectifs climatiques pour déployer un réseau d'infrastructures d'hydrogène en Chine, en particulier dans le delta du fleuve Yangtze et la région de Jing-Jin-Ji. Par exemple, notre nouveau centre de ravitaillement en hydrogène situé dans le parc de l'industrie chimique de Shanghai, qui est actuellement en cours de mise en service, fournira bientôt de l'hydrogène à faible teneur en carbone aux clients du secteur de la mobilité à Shanghai et dans le delta du fleuve Yangtze. Un autre centre de ravitaillement en hydrogène est en cours de construction à Tianjin et devrait être achevé d'ici à la fin de l'année. En outre, nous avons fabriqué et installé plus de 70 stations de ravitaillement en hydrogène, dont 4 stations pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Tout cela vise à décarboniser le secteur des transports et à contribuer à la neutralité carbone de la Chine et du monde. Merci d'avoir partagé votre observation. La société française GTT coopère avec la Chine depuis plus de 20 ans. Par exemple, soutenant le pays à construire des méthaniers avec ses technologies et menant des recherches conjointes. Monsieur Adnan Ezarouni, vous travaillez et vivez en Chine depuis des années. Quelle est votre appréciation des efforts de la Chine en matière de développement à faible émission de carbone
et de transition énergétique et quels sont les fruits de la coopération en matière d'énergie entre GTT et ses partenaires chinois ces dernières années. Alors, comme vous le savez tous, en Chine, les développements, les grands projets se font à travers les plans quinquennaux. En Chine, on a des plans quinquennaux qui sont définis par le gouvernement et ensuite continuent par secteur. Et dans le secteur de l'énergie, le gouvernement chinois est assez clair pour décarboner le secteur énergétique. Entre autres, pour ce qui nous concerne, c'est le changement des énergies utilisant charbon par du gaz, ce qui impose énormément d'imports de gaz naturel liquéfié, ce qui permet de réduire les émissions de CO2 de plus de 50% par rapport au charbon. Mais en même temps, il faut construire ces terminaux de réception de gaz, il faut construire ces méthaniers, ces navires transportant le gaz naturel liquéfié pour pouvoir justement acheminer du gaz, une énergie fossile la plus propre auprès des demandeurs. Donc la Chine, nous, au GTT, on apprécie la collaboration avec nos partenaires chinois et on est passé d'un chantier de construction navale à Shanghai à 5 chantiers du nord au sud de construction de méthaniers qui sont les navires les plus complexes à construire. Merci d'avoir fait ce bilan. En tant que plus grand marché mondial de véhicules électriques et hybrides, la Chine a vu sa production des véhicules à énergie nouvelle atteindre environ 9 600 000 d'unités en 2023, avec des exportations d'1 200 000 d'unités, soit seulement 1/8 de la production. Monsieur Zhao Yongsheng, est-ce que cela signifie que le développement de l'industrie chinoise des nouvelles énergies repose d'abord sur la demande intérieure? En effet, les chiffres que vous venez de nous donner sont parlants. Ce que vous venez de mentionner, c'était un très bel exemple pour montrer les proportions différentes des fabrications chinoises pour le marché domestique intérieur et pour le marché extérieur. Veut dire, dans votre cas, 7 sur 1, ce chiffre est quand même parlant pour mettre en évidence le poids des exportations pour ce secteur chinois, bien que ce genre de proportion ne puisse pas justifier ou pas la surcapacité. Le ratio de poids qu'on vient de discuter est seulement 7 sur 1. Veut dire le développement de l'industrie des nouvelles énergies chinoises sont a priori basés sur le marché domestique chinois et dédiés d'abord aux consommateurs chinois, sachant que le marché d'automobile chinois, c'est un marché immense avec une clientèle significativement importante en quantité et en qualité. En quantité veut dire avec une population nombreuse de clientèle. En qualité veut dire la capacité de consommation, soit avec un pouvoir d'achat financièrement solide. Le développement de VE en Chine est en bonne santé, avec un ratio de marché intérieur-extérieur rationnel. Voilà, merci. D'accord. Avant de poursuivre notre discussion, je vous invite à regarder une autre interview de Thomas Rodier, directeur marketing de XPeng France. XPeng est l'un des leaders chinois des véhicules électriques. Notre journaliste a rencontré M. Rodier au Salon international de l'automobile de Beijing de cette année. Les succès d'XPeng en Europe, c'est le temps de charge. Aujourd'hui, vous pouvez recharger votre G9 de 10 à 80% en moins de 20 minutes. On a même des tests qui ont été faits par des journalistes qui ont montré qu'ils arrivaient même à le faire en 19 minutes. Donc c'est bien, c'est encore mieux que ce qu'on communique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change, on va dire, l'expérience consommateur. Parce que jusque-là, le temps d'attente durant la charge était quand même relativement pénible. Donc les succès d'XPeng par rapport à son introduction sur le marché européen, c'est vraiment d'amener notre technologie
ces plateformes 800 volts qui vont permettre des temps de charge et des puissances de charge qui sont très très compétitives, voire les meilleures sur le marché aujourd'hui. Aujourd'hui, G9 est leader dans son segment au Danemark, puisqu'il est déjà plus vendu que la plupart des grandes marques connues et nationales et allemandes également au Danemark. On vend déjà en Norvège, en Suède, également au Danemark et en Hollande. On vient d'attaquer l'Allemagne. On commence la France et c'est donc mon marché le mois prochain. Et l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, le Royaume-Uni, l'Irlande sont des pays sur lesquels on est encore en train d'arriver également. Et évidemment, on considère à l'heure actuelle d'autres pays qui seront évidemment prêts à accueillir le véhicule électrique avec une demande suffisante pour justifier d'amener la marque dans le pays. Comme l'a montré la vidéo, le constructeur chinois des véhicules électriques XPeng a obtenu d'excellents résultats sur le marché européen. Les exportations chinoises de voitures électriques, de batteries au lithium et de panneaux solaires ont grimpé dans leur ensemble de 30% en 2023. Monsieur Zhao Hongsheng, comment les 3 nouvelles catégories de produits chinois sont-elles devenues une nouvelle force motrice des exportations chinoises? En quoi consiste leur compétitivité commerciale? S'agit-il, comme l'ont dit certaines institutions et médias américains, d'appuyer sur des subventions pour obtenir un avantage concurrentiel? La compétitivité des produits des 3 nouveaux, comme vous venez de dire. Alors, c'est surtout ces 3. Alors, l'avancée de technologie dans le cadre de nouvelles énergies. Et deuxièmement, le réseau, la perfection, perfection du réseau de chaîne de valeur. Et troisièmement, c'est la compétition parfaite. Alors, pour le premier point, c'est surtout parce qu'on est, pourquoi les fabricants sont mieux situés par rapport aux partenaires, aux contreparties, à nos contreparties étrangères, toujours dans le cadre de nouvelles énergies. C'est très simple parce que nous, les Chinois, surtout les fabricants chinois, sont forts et bien avancés, surtout dans certains domaines, par rapport aux concurrents étrangers. Alors ici, c'est technologiquement parlant, on est avancé, on a jeté des milliards et des milliards de dollars dans le R&D, les recherches et le développement, donc le résultat est là. Pour le deuxième point, alors pour les chaînes de valeur, chaînes de fabrication, ça c'est et la chaîne de logistique aussi. Alors ça, c'est surtout, alors chez nous, ça c'est vraiment les réseaux sont quasiment complets et ça aide beaucoup au développement, surtout à la croissance de ce nouveau secteur. Alors, troisièmement, c'est la compétition complète. Alors, ça, ce qui est tout à fait contraire à l'acquisition américaine. On est développé, on est avancé. Ce n'est pas à cause des subventions, mais c'est à cause du marché, à cause des facteurs du marché, des différents facteurs de compétition. Donc, ça, on est vraiment dans la logique de la compétition complète. Merci, M. Zhao. Merci pour toutes ces informations et vos analyses détaillées. En plus des exportations de ces 3 nouveaux, nous avons également constaté que certains constructeurs chinois de véhicules électriques ont implanté des usines à l'étranger. Et Madame Yu Jia, quel impact tout cela a-t-il eu sur le marché mondial et sur l'économie mondiale? Oui, je pense que l'installation d'usines de production de véhicules électriques en Chine à l'étranger est très positive. Et ces usines à l'étranger contribuent à promouvoir le développement économique local et créent des emplois locaux.
Et ces usines peuvent également apporter une technologie de fabrication avancée et une expérience de gestion aux pays en voie de développement et pour promouvoir l'industrie locale et le progrès technologique. Et donc, il faut dire que les trois nouveaux un contenu élevé de haute technologie et par exemple, les batteries lithium impliquent l'innovation technologique dans la science des matériaux et l'électrochimie, l'ingénierie électronique. Et les trois nouveaux sont des produits verts à faible teneur en carbone. Et par exemple, les photovoltaïques utilisent directement l'énergie solaire pour produire de l'électricité et c'est un moyen important de décarboniser la production et la consommation d'énergie. Donc, c'est une contribution importante pour lutter contre le changement climatique. Et en plus, la Chine a renforcé sa coopération avec les pays de la ceinture et de la route et d'autres pays pour diversifier ses marchés et la création d'usines dans ces pays contribue à raccourcir la chaîne d'approvisionnement et à réduire les coûts logistiques et pour mieux adapter et répondre aux besoins des différents marchés et c'est très positif pour le développement de l'économie locale et mondiale. Merci. Merci pour votre évaluation. Et Monsieur Ezarouni, que pensez-vous de la popularité des exportations chinoises de ces trois nouvelles catégories de produits? Le photovoltaïque, les voitures électriques, les batteries, bon, déjà, les pays hors de la Chine qui sont inquiets ou pas de ces exportations peuvent toujours imposer des taxes. Donc, tous les pays jouent sur des taxes d'importation pour pouvoir réguler le marché. Et donc, les voitures électriques et les batteries, quoi qu'on en dise, aujourd'hui, les dernières technologies les plus avancées sont chinoises. C'est un fait, c'est comme la télécommunication, c'est comme la 5G. La Chine n'est pas au même niveau que les autres, elle est au-dessus des autres. Voilà, parce que la Chine a commencé en avance sur les voitures électriques, sur les batteries, donc les pays européens et américains recherchent des partenariats avec ces sociétés-là pour acheter ces produits de dernière génération, pour faire des partenariats, pour éventuellement construire ces voitures électriques en Europe. Hein. Il n'y a pas uniquement de l'exportation. Donc aujourd'hui, on est dans une année, dans une période assez intéressante où les partenaires non chinois essaient de trouver des partenaires stratégiques avec des entreprises chinoises prometteuses pour pouvoir faire avancer aussi ces technologies hors de Chine. Pour le photovoltaïque, alors, il faut savoir que les projets d'énergie solaire sont assez difficiles à financer. Ce sont des projets assez difficiles à rentabiliser. Hein. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, on fournit une électricité qui doit être compétitive. Donc, il faut des produits compétitifs et grâce à ces usines en Chine qui fournissent et grâce à cette économie d'échelle, ça permet en fait de débloquer des projets qui n'arrivaient pas à avancer en dehors. Donc, moi, je suis assez confiant sur le photovoltaïque, sur les voitures électriques et les batteries. Ça va être un partenariat qui va bénéficier à la Chine et aux pays étrangers. Et le point d'attention que je dirais, c'est particulièrement sur ces voitures, sur ces batteries ou ces photovoltaïques, il faut que ces productions en Chine doivent être de plus en plus fabriquées avec de l'énergie la plus propre. Pour pas qu'on nous dise que c'est des fabrications faites en Chine avec des énergies plus polluantes. Mais là encore, la Chine avance de manière assez rapide pour la décarbonation. Donc, moi, je trouve que tout va dans le bon sens. Rappelons qu'il y a des années, les États-Unis avaient déjà accusé la Chine de la surcapacité. Pourquoi l'argument de la surcapacité de la Chine est-il relancé à l'heure actuelle? Monsieur Zhao Yongshen, quelle est votre analyse? Donc, mon impression, c'est que les Américains ne sont pas encore habitués à une Chine forte et surtout technologiquement forte, surtout par exemple numériquement forte, intelligente,
économiquement forte et aussi biologiquement forte. Tout ça, c'est environnemental forte. Ça, c'est pas tout à fait différent. Et c'est une nouvelle, c'est une nouvelle chose. Hein. Il faut vraiment avoir du temps pour nos amis américains, hein, de digérer, quoi. Hein. Alors, quand on fait le calcul, hein, et de la capacité de fabrication, de production d'une économie, moi, personnellement, en tant qu'économiste et financier, moi, je ne pense pas que c'est logique de calculer la capacité totale. Ça, c'est bien sûr, mais vaut mieux diviser par la population, quoi. Par exemple, la capacité de fabrication en Chine, si c'est divisé par la population chinoise, là, c'est pas élevé. Hein? Le ratio n'est pas élevé. Par contre, le ratio de la capacité de fabrication aux États-Unis, hein, en Allemagne, même en France aussi, là, leur ratio, ou bien la proportion, je ne sais pas comment on va appeler cette indication, hein, mais, ou indicateur, mais, ou indice, comme vous voulez, mais il faut vraiment pondérer la capacité totale de fabrication d'une économie par la population. Hein, c'est pas logique de juste donner un chiffre global. Comme je viens de dire, les Américains ne sont pas habitués à une Chine forte et développée, mais avec le temps, moi je crois que leur idéologie, leur psychologie vont changer et on va surtout, ce monde sera partagé, hein, l'industrialisation, enfin, c'est-à-dire la mondialisation, tout ça, ça va continuer, hein, on ne peut pas s'arrêter. Moi, je voudrais bien conclure avec le destin partagé et la société harmonieuse, hein, avancée par notre président Xi. Je vous remercie. En plus des aspects que vous venez de mentionner, est-ce qu'il y a des fins politiques des États-Unis? Enfin, c'est surtout ça, moi, je pense, c'est-à-dire, enfin, c'est-à-dire surtout pour les paroles, les discours des Américains, là, il faut nuancer, il faut distinguer. D'un côté, il y a les décideurs politiques, hein, les politiciens, entre les guillemets, ou les hommes politiques, si ça c'est positif. Là, ils ont leur nécessité, hein, des élections. Et d'un autre côté, moi, j'ai vécu aussi aux États-Unis, hein, pendant plusieurs années. Moi, je crois que c'est l'écart entre l'administration américaine et la population américaine est très, très grand. Donc ça ne représente pas tout à fait, hein, un tout petit peu, hein, un tout petit peu, une petite tendance, mais ce n'est pas l'attitude, ce n'est pas l'explication de la majorité des habitants américains. Mais enfin, c'est mon point de vue, hein. C'est à discuter juste pour votre référence. La répression par les États-Unis vis-à-vis de l'industrie chinoise des nouvelles énergies protégera-t-elle ou nuira-t-elle à sa propre industrie? Quelles seraient les autres conséquences? Madame Yu Jia. Oui, je pense que les politiques imposées par les États-Unis et la pratique du découplage sont contraires aux lois du marché et donc peuvent entraîner des conséquences négatives pour le monde entier et aussi pour les États-Unis eux-mêmes. Et par exemple, les relations américaines peuvent faire grimper les prix de produits photovoltaïques et augmenter les coûts pour les consommateurs aux États-Unis, et ce qui pourrait entraîner la perte d'un grand nombre d'emplois nationaux et fera plus difficile pour atteindre les objectifs de transition énergétique aux États-Unis. Et au niveau international également, les politiques américaines vont dans le sens de déstabiliser la chaîne de production et de l'industrie photovoltaïque, ce qui est contraire aux efforts mondiaux contre le changement climatique. Et donc, je pense que les politiques et les mesures américaines non seulement nuisent aux intérêts généraux pour le monde,
mais aussi cause beaucoup de dégâts et dommages aux États-Unis eux-mêmes et sur les plans économiques et politiques et des relations internationales. Oui, merci. Merci. De nombreuses entreprises françaises, dont Air Liquide, ont implanté des centres de recherche et développement en Chine. Monsieur Roy Coelho, comment le groupe perçoit-il l'écosystème d'innovation et l'environnement des affaires de la Chine? Notre campus Innovation Shanghai, l'un des 5 campus d'Air Liquide dans le monde, a été lancé en 2016 pour répondre à la demande croissante des clients pour de nouveaux produits et technologies et pour développer des solutions qui répondent aux besoins du marché local. Ces dernières années, la Chine a fait des progrès significatifs dans le domaine de l'innovation. Actuellement, la Chine se positionne comme un fournisseur clé pour les leaders mondiaux dans les domaines tels que l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, la voiture électrique, le train à grande vitesse, etc. Le gouvernement, la communauté scientifique et l'industrie accordent une très grande importance à l'innovation, avec une augmentation constante des investissements et des ressources humaines, créant ainsi un écosystème d'innovation ouvert dont nous pouvons bénéficier. Aujourd'hui, notre campus innovation travaille avec des partenaires locaux pour se concentrer sur le développement de solutions technologiques pour la transition énergétique, les matériaux pour l'électronique et l'optimisation de nos opérations. À propos de l'environnement des affaires, je pense que la Chine dispose d'un environnement de premier ordre. Comme le pays ne cesse de souligner, il améliore constamment le niveau d'ouverture en favorisant la libéralisation du commerce, en assouplissant les restrictions d'accès au marché pour les investissements étrangers et en encourageant les échanges entre les peuples par la mise en œuvre de politiques d'exemption de visa pour de nombreux pays. Parallèlement, les autorités poursuivent leurs efforts pour simplifier les procédures administratives, renforcer la protection des droits de propriété des entreprises et renforcer la protection juridique des entreprises afin de créer un environnement extérieur stable et prévisible. D'accord. Une ouverture à haut niveau, c'est ce que la Chine promeut. Monsieur Ezarouni, le groupe GTT en est-il bénéficiaire? Alors, GTT, nous, on est assez content de la collaboration qu'on a avec la Chine. On permet de collaborer sur notre technologie de stockage et de transport de gaz naturel liquéfié. Et en même temps, on accroît notre développement en Chine avec 5 chantiers, comme je vous l'ai dit. On a même construit des réservoirs à terre à Tianjin, qui sont des stockages qui sont de technologie traditionnellement chinoise. Mais la Chine a décidé d'utiliser notre technologie étrangère car elle apportait un avantage en termes d'émissions de CO2. Et en même temps, on qualifie des nouveaux fournisseurs chinois pour pouvoir accroître la production, des lignes de production chinoises pour fabriquer justement nos technologies en Chine. Donc, j'ai utilisé un terme assez courant, c'est un peu le gagnant-gagnant, win-win collaboration entre GTT et nos partenaires chinois. Ok, merci d'avoir partagé vos témoignages. Monsieur Zhao Yongshen, dans le contexte de la mondialisation, comment faut-il voir la relation entre concurrence et coopération? Un petit commentaire de votre part pour conclure. Pour les relations de compétition et coopération, je pense que les Chinois ont quand même ont montré un très bel exemple. En chinois, il y a un mot, 竞合 veut dire quoi? En fait, c'est-à-dire seulement, ça c'est un terme avec 2 caractères. 竞 veut dire la compétition, 和 veut dire la coopération. Mais on peut le mettre ensemble, 竞合, ça c'est possible de vivre ensemble, ces deux. Alors, il y a un autre point à ajouter, c'est que apparemment, chez nous, ici en Chine, même les médias, on a peur de dire la compétition, concurrent, hein, tout ça. Moi, je pense il ne faut pas avoir peur de la compétition, même de la concurrence. Ça existe partout. Si ce monde, il y a un individu, hein, probablement il n'y a pas de compétition, mais
c'est pas une compétition entre les humains, mais avec d'autres êtres, quoi. Donc, il ne faut pas avoir peur de la compétition. Le problème, c'est que, le point, c'est qu'il faut, pour faire une concurrence, pour faire une compétition, il faut déterminer des règles, hein, des lois, comme Madame Yuja vient de dire aussi, la loi même du marché, la loi, enfin, plein de lois, quoi. Et aussi, ces lois, ces règles, il ne faut pas changer tout le temps. C'est un peu comme les feux rouges, d'accord? Hier, on doit s'arrêter devant le feu rouge et aujourd'hui, les Américains nous disent, mais non, aujourd'hui, il faut s'arrêter devant le feu vert. Donc, il ne faut pas changer tout le temps, hein. Il faut avoir des règles, il faut avoir des règlements, tout ça respecté. Et il y a un point très, très important, c'est comment fixer ces règles. D'accord? Les Américains, bien sûr, c'est encore la première puissance mondiale, en gros, hein, mais il faut bien savoir, sachant que les États-Unis ne sont pas le nombril du monde, hein, il y a plusieurs centres. Donc, c'est ça le monde diversifié, multipole, hein, ce n'est plus un monopole ou juste dual pôle, double pôle, c'est pas ça. Il faut s'échanger plus, hein, c'est un peu comme les Européens et les Chinois. On a montré un très bel exemple là, c'est-à-dire on travaille beaucoup, tout en s'échangeant plus, on se comprend plus et c'est comme ça que ça revient la confiance. Et pour éviter faire entrer notre monde dans une jungle, dans une jungle sociale. Merci. Monsieur Zhao, merci pour cette belle conclusion. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette table ronde.